Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une décision assez lourde de la Cour suprême du Japon. Elle date du 21 février 2025. Oui, c'est l'affaire Reiwa 5A numéro 541. En gros, la Cour a rejeté un pourvoi en cassation. Et ça confirme une condamnation à la peine capitale, c'est bien ça, hein? Exactement. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les faits tels qu'ils sont présentés dans ce jugement. Comprendre pourquoi la Cour a maintenu cette peine. Uniquement sur la base de ce document, on est d'accord? Tout à fait. On s'en tient à ce qui est écrit. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Au départ, il y avait un pourvoi. Il soulevait quoi? Des questions de constitutionnalité, de jurisprudence? Oui, mais la Cour, elle a tout balayé. Pour elle, c'était juste des affirmations d'erreurs de fait ou de droit, ou alors une critique de la peine elle-même. Et ça ne rentre pas dans les clous pour une cassation? Non, pas selon l'article 405 du Code de procédure pénale. Ce ne sont pas des motifs valables. D'accord. Alors, les faits. Quels sont les faits au cœur de cette affaire? Le jugement parle d'abord de falsification de permis de conduire. Oui, bon, ça c'est un premier volet. Il s'en est servi pour ouvrir des comptes, obtenir des téléphones. Mais ce n'est pas ça qui mène à la peine capitale, j'imagine. Ah non, pas du tout. Le cœur de l'affaire, le point central pour la peine de mort, c'est le second groupe de faits. C'est terrible. Racontez-nous. L'accusé a tué 6 personnes de sa famille. Chez lui, son épouse, qui avait 33 ans, sa fille adoptive de 11 ans, et ses 4 fils. 4. Oui, âgés de 7 ans, 5 ans, et des jumeaux de 3 ans. Mon Dieu. Et comment ça s'est passé? Le document décrit ça. Oui, et c'est assez glaçant. Il a utilisé un couteau de cuisine japonais très spécifique, un Yanagi Babocho. C'est connu pour être extrêmement tranchant. Et il les a... Poignardé. À plusieurs reprises, il visait des zones vitales. La plupart dormaient apparemment. C'est horrible. Et ce n'est pas tout. Si... Exactement, Il y a eu un incendie. exactement. Après les meurtres, il a voulu se suicider. Il pensait que la maison était vide, ce qui était faux évidemment. Il a répandu de l'essence et il a mis le feu. Donc les victimes sont mortes. Soit des coups de couteau, soit du feu. Ou une combinaison des deux. L'incendie a causé des dommages importants au bâtiment, mais surtout, il a entraîné la mort des 6 victimes, oui. Soit par les blessures, soit par l'intoxication au monoxyde de carbone. Et la cour, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? J'imagine que la gravité est... Évidente. C'est le mot qu'elle utilisait. Extrêmement grave. La perte de 6 vies, c'est le point de départ. Mais il n'y a pas que ça. La méthode aussi. Oui, la méthode est qualifiée de cruelle. L'arme utilisée, les coups répétés, ciblés, tout ça montre une intention de tuer très claire, très ferme. Et le fait qu'il y ait 6 victimes. Ça dénote, selon la Cour, un mépris flagrant pour la vie humaine. Tuer 6 personnes comme ça, les unes après les autres. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'était pas un coup de folie soudain. Non, justement. C'est un point important dans l'analyse de la Cour. L'idée de tuer sa famille et de se suicider, ça a commencé à germer quand sa femme lui a demandé le divorce. Ah d'accord. Il a acheté le couteau spécifiquement pour ça. Il a réfléchi pendant 2 jours, apparemment. Un conflit intérieur, dit le jugement. Et il est passé à l'acte quand... Le matin même où la séparation devait commencer. Donc il y a une forme de préméditation, oui. Et le mobile. Pourquoi? La cour en parle. Oui, et elle le juge égoïste. En gros, il ne supportait pas l'idée qu'un autre homme puisse prendre sa famille comme il le voyait. Et puis il était désespéré à l'idée de ce que deviendraient les enfants après qu'il ait tué leur mère. C'est difficile à comprendre comme raisonnement. La Cour le qualifie d'égoïste, c'est très clair. Elle estime aussi que les circonstances générales ne sont pas spécialement atténuantes. Et la famille? Les survivants? Le jugement mentionne qu'ils ont exprimé un souhait de punition très sévère. Ça a aussi été pris en compte, semble-t-il. C'est un tableau vraiment accablant. Mais il y a quand même des éléments qui pourraient peut-être jouer en sa faveur, non? Et c'est rendu... Oui, oui, tout à fait. Et la Cour le note, il n'avait pas d'antécédents judiciaires pour des faits similaires, il s'est rendu peu après les faits, Il a avoué. il a tout avoué, en détail, et il a exprimé des remords. La Cour reconnaît tout ça. Alors, comment elle articule ça? D'un côté, l'horreur absolue, et de l'autre, ces éléments presque contradictoires. C'est toute la question de la balance, de la pesée des intérêts. La Cour met d'un côté la gravité extrême de sa responsabilité pénale, les actes, le nombre de victimes, le mobile jugé égoïste, la cruauté. Et de l'autre, De l'autre, ces éléments, pas d'antécédents, la reddition, les aveux, les remords. Et sa conclusion, c'est que ces éléments atténuants ne suffisent pas. Ils ne contrebalancent pas la gravité exceptionnelle des faits.
Donc, la peine de mort, qui avait été prononcée en première instance, Et maintenu en appel. devient inévitable pour la Cour suprême. C'est le cas employé, oui, inévitable. Et la décision a été prise à l'unanimité des juges. Et ils n'ont pas utilisé cet article 411, c'est ça, qui permet parfois d'annuler même sans erreur de droit. Exactement. L'article 411 permet d'annuler si la sentence est manifestement injuste, même s'il n'y a pas de motif légal de cassation au sens strict. Mais ici, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'injustice manifeste à maintenir la peine de mort. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Cette décision, elle nous montre comment la justice japonaise évalue ces crimes absolument hors normes. Oui, elle illustre vraiment ce processus d'évaluation. La confirmation de la peine capitale, elle s'appuie sur un faisceau d'indices, la cruauté, la préméditation, le nombre de victimes, le mobile jugé inacceptable. Et tout ça a pesé plus lourd que les possibles circonstances atténuantes. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui découle directement de ce jugement, hein. Comment un système judiciaire, face à une telle barbarie, fait la part des choses Oui, comment il arbitre entre punir la gravité extrême du crime et prendre en compte l'individu, l'accusé, avec ses remords, son histoire, surtout quand on parle de la peine de mort, quoi. C'est cet équilibre délicat. Voilà, un équilibre très difficile à trouver. Et cette décision nous montre comment cet arbitrage a été fait dans ce cas précis, au Japon. C'est un point de réflexion, je crois.